Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous démontrer la propriété fondamentale de l'intégrale qui permet de relier la notion d'intégrale à la notion de primitive. Je vais vous rappeler d'abord ce que c'est une primitive. Donc si on a une fonction définie sur un intervalle, on peut définir une primitive de cette fonction, que je peux appeler grand F par exemple, si elle vérifie grand F' est égal à F. C'est un peu l'action contraire de la dérivation. Alors que dit la propriété fondamentale de l'intégrale ? Donc si on prend une fonction qui est continue et croissante sur un intervalle i, alors on reparlera de ce côté-là croissant qui n'est pas fondamental justement, mais que je rajoute ici pour simplifier la démonstration. Mais je vous encourage à essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette croissance. Donc si on prend deux points réels, deux réels a et b de i, alors on peut définir la fonction grand f de x comme l'intégrale de ax de f de t dt. Prenons juste un instant pour réfléchir un petit peu aux variables. Donc là, on a une fonction grand F qui dépend de la variable x, et ce petit x, on le retrouve dans la borne supérieure de l'intégrale. Ensuite, il y a aussi la variable t, qu'on appelle une variable muette, c'est la variable d'intégration, la différentielle, qu'on pourrait remplacer par exemple par des u. Mais on ne pourrait pas la remplacer par des x, puisque x est déjà pris. Donc ici, le t, c'est lié à la variable de l'intégration, et le x de la fonction grand f, on le retrouve dans la borne. Donc c'est au niveau de la borne que ça va changer. Imaginez une aire qui devienne de plus en plus grande en termes d'air, pas forcément en termes de valeur, puisqu'on a vu que l'air était algébrique, mais en tout cas, c'est l'idée. C'est là que ça varie, c'est sur la zone où on regarde l'air. Alors, qu'est-ce que veut montrer la propriété fondamentale de l'intégrale ? C'est que cette fonction grand F est une primitive de petit f. Alors, c'est un résultat qui est très fort, puisque nous, on sait que l'intégrale, c'est un calcul d'air, et finalement, avec cette démonstration, on va pouvoir montrer que cette intégrale, c'est pas un problème d'air, ça peut être vu comme un problème de primitive. Donc, montrer que grand F est une primitive de petit f, c'est simplement que montrer que la dérivée de grand F, c'est f. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va montrer que grand F' est égal à f. Alors, comment faire ? Alors, en général, quand on n'a pas d'idée en mathématiques, l'idée c'est de revenir à la définition des choses. Donc, on pourrait revenir à la définition de qu'est-ce que c'est une dérivée. Alors, on a défini le nombre dérivé en première, comme ici le nombre dérivé en x0, comme la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Et donc on voit que quand il y a une limite, quand h tend vers 0, alors on appelle ce nombre le nombre dérivé de la fonction f en x0. Donc ici, c'est ce qu'on va faire avec grand F. On va d'abord simplifier le taux d'accroissement ici, et puis ensuite on essaiera de voir comment on peut faire tendre h vers 0. Alors on veut écrire le taux d'accroissement, donc pour la fonction grand F, on a un x0 qui est dans l'intervalle AB. Pour l'instant, je prends un h strictement positif. On verra après qu'est-ce qui se passe quand il est négatif, et je veux traduire ce taux d'accroissement. Alors je reviens à la définition de qu'est-ce que c'est grand F. Donc c'est l'intégrale de a à x, donc ici le x, il va être remplacé par x0 plus h, puis par x0, puisqu'on veut calculer ces images-là. Alors on n'aime pas les moins devant les intégrales, et on sait qu'on peut le transformer en plus en inversant les bornes de l'intégrale. Donc ça me permet d'écrire que c'est l'intégrale de a à x0 plus h de f de t dt, plus l'intégrale de x0 à a de f de t dt sur h. Alors ici, si on regarde bien, le a se retrouve une fois en bas, une fois en haut. Donc si on écrit les intégrales dans l'autre sens, ça nous permet de reconnaître une propriété, ce que vous l'avez reconnu, la relation de Chasles. Ici, on peut enlever les a, et ça nous permet d'avoir l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt sur h. Donc là, on a écrit plus simplement le taux d'accroissement. Donc je vous rappelle, on aimerait faire tendre h vers 0 pour pouvoir avoir le nombre dérivé de grand F en x0 et montrer que c'est petit f de x0. Mais là, si on regarde cette expression, c'est pas évident de faire tendre h vers 0. Ici, si on faisait tendre h vers 0, ça ferait x0, mais cette intégrale, du coup, serait nulle, ferait du 0 sur 0, une belle forme indéterminée.
Donc ici, on est un petit peu embêté pour calculer cette intégrale-là. Alors, l'idée, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on peut toujours essayer d'encadrer et voir si un encadrement pourrait nous permettre d'arriver là où nous voulons en arriver. Alors, essayons d'encadrer cette expression. Alors, j'ai juste mis le h devant pour que ça soit plus facile à voir comment je décompose ici mon expression. Alors, comment je vais l'encadrer? Je vais utiliser les propriétés de la fonction f. Rappelez-vous, j'ai défini d'abord j'ai pris f croissante sur AB. Et donc, comme elle est croissante, alors pour tout t qui est entre x0 et x0 plus h, je peux l'encadrer f de t par f de x0 et f de x0 plus h. Je sais que l'intégrale conserve la relation d'ordre, donc si j'intègre entre x0 et x0 plus h, ça me permet d'avoir ces inégalités. Alors si j'observe bien, ici la première intégrale, f de x0 dt, f de x0 ne dépend pas de t. Donc ici, j'intègre en fait une fonction qui est constante. Et c'est pareil, f de x0 plus h ici ne dépend pas de t, donc on intègre aussi une fonction constante. Ça tombe bien, c'est à peu près la seule chose qu'on sait bien faire. Donc ça nous permet de dire que ici, donc c'est la borne supérieure moins la borne inférieure fois f de x0, et pareil de ce côté-là. Et puis on peut encore simplifier, et on trouve donc que notre intégrale, elle s'encadre de h de f de x0 et h de f de x0 plus h. Alors c'est pas exactement ce qu'on voulait, nous on voulait aussi diviser le tout par h. Alors h pour l'instant c'est un réel strictement positif, donc on peut tout à fait diviser par h puisqu'il est non nul, et les bornes de l'inégalité ne vont pas changer puisque h est positif. Donc ça me permet d'avoir un encadrement de mon taux d'accroissement. Alors qu'est-ce qui se passe si h il est négatif? Comme la fonction est croissante, c'est f de x0 plus h qui va être plus petit que f de t qui sera plus petit que f de x0. On peut encore intégrer. Et là, quand on va vouloir diviser par h, comme h il est strictement négatif, les bornes de l'inégalité vont changer. Donc finalement, on retombe sur la même inégalité que quand h était positif, ce qui nous arrange bien, puisque ça va simplifier les calculs pour la suite. Alors, nous, on aimerait savoir que vaut cette expression quand h tend vers 0, parce que on a le taux d'accroissement, et on sait que si on fait tendre h vers 0 et que s'il y a une limite, alors ça sera la définition de f' de x0, grand f' de x0. Donc je vais utiliser mon encadrement, qui est vrai pour tout h non nul, et je vais essayer de faire tendre h vers 0. Alors la première borne, elle ne dépend pas de h, donc elle va tendre vers f de x0. Et la deuxième, il suffit d'utiliser un argument tout simple, c'est la continuité de la fonction f, puisqu'on sait que si une fonction est continue, quand on s'approche d'une valeur, alors on obtiendra bien l'image de cette valeur. Il n'y aura pas de point de discontinuité autour de cette valeur. Donc ça se traduit comme ça, la continuité, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h est égal à f de x0. Et donc en appliquant le théorème d'encadrement à notre inégalité, on obtient que la limite de l'expression centrale, quand h tend vers 0, c'est f de x0 également. Donc on vient de montrer finalement, donc là c'était le taux d'accroissement de f, que grand f' de x0, c'est f de x0. Donc finalement, ça c'était pour n'importe quel x0 dans l'intervalle AB. Et donc on a montré que f', grand f', est égal à petit f. Et donc on a montré que l'intégrale était bien égale à la primitive. Et ça c'est un résultat très fort. Alors je vous ai dit qu'on pouvait généraliser même pour une fonction qui n'était pas croissante. Voilà l'énoncé. Ici j'ai pas mis grand f mais j'ai mis phi, c'est la même idée. Donc si on a une fonction continue sur un intervalle i et a un réel de i, alors la fonction phi définie par phi de x est égale à l'intégrale de ax de f de t dt est une primitive de f sur i. Voilà pour la démonstration de la propriété fondamentale de l'intégrale. Je vous encourage à essayer de la refaire, peut-être de regarder une nouvelle fois la vidéo, c'est compliqué, il y a beaucoup d'arguments. Donc d'abord on passe par la définition du nombre dérivé,
Ensuite, on encadre, on utilise les propriétés de l'intégrale. Ensuite, on utilise un théorème d'encadrement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'arguments qui rentrent en compte, mais c'est une très belle démonstration et c'est un bon entraînement. Merci, au revoir.